bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous et de vous présenter ce webinaire. Donc, je suis Madame Sergent Estelle, je suis psychologue de l'éducation nationale de profession et j'interviens sur l'Académie de Créteil depuis 2014. Donc, ça va faire bientôt 12 ans que je suis psy-EN. J'interviens plus particulièrement en Seine-et-Marne sur le district de Fontainebleau. Voilà, donc ce soir, je vais vous présenter un webinaire qui va traiter de l'orientation après la troisième. Et c'est un webinaire que j'ai conçu en m'inspirant des questions que j'ai pu traiter auprès d'élèves, de parents et d'équipes éducatives. Donc j'espère qu'il répondra aux questions que vous vous posez voilà, pour vos enfants. Donc, dans un premier temps, une petite introduction. La classe de troisième, effectivement, il y a de nombreux enjeux. C'est une étape dans la scolarité qui vient signer la fin du collège. C'est pour les élèves le premier examen qu'ils vont passer, le premier diplôme qu'ils vont recevoir, donc soit le diplôme national du brevet ou selon certaines situations le DNB professionnel ou le CFG. Mais la classe de troisième, c'est aussi un palier d'orientation. C'est la première fois dans la scolarité d'un élève que l'élève est confronté à des choix et doit formuler des choix pour la suite de sa scolarité. Et c'est en soi aussi une transition, la classe de troisième, vers le lycée. Donc il y a beaucoup de choses qui se jouent à ce moment-là de la scolarité. Voilà, donc juste avant d'enchaîner sur l'après-troisième, je vais faire une petite incise et une petite info flash. On va remonter un petit peu dans le temps, puisque c'est la commande qui m'a été faite, de vous parler plus précisément de l'après-quatrième. Alors la quatrième, c'est pas un palier d'orientation en soi, c'est-à-dire qu'on n'a aucune obligation de faire un choix. Et la poursuite ordinaire, c'est la classe de troisième générale dans l'établissement, voilà, dans le collège où est scolarisé l'élève. Néanmoins, il y a un dispositif qui existe qui s'appelle la troisième prépa métier et qui peut être proposé à des élèves qui souhaitent s'orienter vers la voie professionnelle. L'objectif de la troisième prépa métier, c'est de prendre en charge des élèves volontaires qui souhaitent s'orienter vers la voie professionnelle et qui ont besoin de découvrir davantage les métiers, les environnements professionnels, afin de construire leur projet. Donc ça peut être des élèves qui ont déjà une idée de projet ou qui n'en ont pas du tout. Ça s'adresse aussi à des élèves qui vont être scolairement fragiles ou qui vont avoir besoin d'une dynamique un petit peu différente pour se remobiliser et pour préparer au mieux leur orientation après la troisième. Donc c'est vraiment une classe à laquelle on accède sur le mode du volontariat. Donc le programme de cette classe de troisième est le même qu'en troisième générale, en troisième ordinaire, mais au programme va s'ajouter une matière supplémentaire qui s'appelle la découverte professionnelle. Et au sein de cet enseignement, les élèves vont pouvoir creuser leur projet professionnel, mais aussi visiter les plateaux techniques de lycées professionnels, des CFA, des entreprises. Et ils auront aussi l'opportunité de faire des stages en milieu professionnel plus nombreux que dans une troisième ordinaire. Une troisième ordinaire, c'est une semaine de stage. En prépa métier, ça peut aller jusqu'à 4 semaines de stage selon les établissements. À l'emploi du temps, en troisième prépa métier, s'ajoute aussi 2 heures de soutien, 1 heure en français et 1 heure en mathématiques, où l'objectif, ça va être de permettre aux élèves de revenir un petit peu sur les points de programme qui ne sont pas acquis, de combler un petit peu les lacunes, etc., sachant que les effectifs en troisième prépa métier sont plus réduits. Donc ça permet aussi aux enseignants d'être voilà, un peu plus proches des élèves et de les aider à reprendre confiance en eux. Et voilà, surtout sortir du collège en ayant validé également un diplôme, donc majoritairement la série professionnelle et éventuellement le CFG si les élèves sont vraiment très fragiles. Et à savoir que les élèves issus de troisième prépa métier bénéficient d'une bonification de points
pour l'affectation en voie professionnelle. Vous comprendrez un petit peu les enjeux de cette bonification de points un peu plus loin dans mon propos quand je vous expliquerai les critères d'orientation et d'affectation vers la voie professionnelle. Donc concrètement, comment ça se passe pour les élèves de quatrième et leurs familles qui souhaiteraient postuler sur cette classe de troisième prépa métier? C'est aux représentants légaux donc d'effectuer une demande auprès du chef établissement. Tout ça, ça passe par le professeur principal. D'ailleurs, il y a une fiche dialogue en général qui circule au moment des conseils de classe où les parents doivent signaler s'ils souhaitent une poursuite d'études en troisième ordinaire ou s'ils souhaitent postuler en troisième prépa métier. Et c'est une commission départementale qui statue, qui sélectionne les dossiers dont le profil correspond et qui fait des propositions d'admission. Donc les critères retenus pour l'affectation dans cette classe de troisième prépa métier, ça va être le comportement d'une façon générale, le besoin de travailler sur son projet d'orientation, la zone géographique de résidence, puisque évidemment c'est important de pouvoir évaluer l'accessibilité entre le domicile et l'établissement d'accueil, sachant que ce sont majoritairement des lycées professionnels qui accueillent des classes de troisième prépa métier pour que les élèves puissent avoir accès au plateau technique des lycées. Est évaluée également la motivation de l'élève pour la formation et pour ça, dans le dossier figurent 3 avis qui sont émis par le professeur principal, le ou la psy-EN et le ou la principale de l'établissement. Sont prises en compte les notes qui montrent des difficultés malgré quand même un investissement et voilà, un comportement positif face aux apprentissages et bien entendu les capacités d'accueil de la prépa métier. Donc cette classe de troisième prépa métier, la différence avec une classe de troisième ordinaire, c'est comme vous le voyez sur le petit schéma à la droite de la slide. Après une troisième générale, on va avoir le choix entre une seconde générale et technologique ou une voie professionnelle. L'objectif de la troisième prépa métier, c'est vraiment d'envisager une orientation en voie professionnelle. L'enjeu, c'est pas de poursuivre en seconde générale et technologique, d'où l'importance du profil des candidats. Il faut que ce soit des jeunes, des élèves qui souhaitent s'orienter vers la voie professionnelle, que ce soit un bac professionnel ou un CAP. Donc voilà pour cette petite incise concernant cette classe de troisième prépa métier. Voilà. Donc au sommaire de ce webinaire, dans un premier temps, je vous présenterai le panorama des études post-troisième et je ferai un petit point de vocabulaire, notamment sur l'orientation et l'affectation, puisque ce sont des mots de vocabulaire qui vont accompagner cette année de troisième et c'est parfois un petit peu complexe à comprendre. Dans un deuxième temps, je vous présenterai l'agenda de l'orientation et les différentes procédures qui vont jalonner cette année de troisième. Dans un troisième temps, je vous présenterai la voie générale et technologique, puis dans un quatrième temps, la voie professionnelle. Et je terminerai sur une petite partie qui s'adresse particulièrement à vous en tant que parent, qui est comment accompagner son adolescent dans son projet d'orientation. Voilà. Donc voici pour commencer le panorama des études post-troisième. Donc vous voyez, à l'issue de la troisième générale, il y a, on va dire, 2 grandes voies qui s'offrent aux élèves. La première, c'est la voie générale et technologique. La deuxième, c'est la voie professionnelle. En voie générale et technologique, la classe de seconde est encore un palier d'orientation, c'est-à-dire que c'est encore une classe dans laquelle les élèves vont devoir formuler des choix en fin d'année qui vont déterminer leur poursuite d'études. Donc à l'issue d'une seconde GT, comme son nom l'indique, on peut poursuivre soit sur un bac général, soit sur un bac technologique. Et évidemment, je détaillerai le contenu tout au long de ce webinaire. Comme vous pouvez le constater, à l'issue du bac général, les élèves vont davantage s'orienter vers des études longues, majoritairement du bac plus 5, et à l'issue d'un bac technologique, il y a une poursuite d'études qui est obligatoire également, mais qui s'oriente majoritairement vers des études supérieures un peu plus courtes. Concernant la voie professionnelle, il y a 2 gros diplômes, le bac professionnel et le CAP. Donc le bac professionnel, tout comme un bac général ou technologique, se passe en 3 ans et à l'issue, les élèves ont le choix soit d'intégrer le monde du travail, soit de poursuivre des études, majoritairement
en BTS. Et le CAP, c'est un diplôme en 2 ans après la troisième, qui concerne alors soit des élèves scolairement très fragiles ou alors certaines filières comme la pâtisserie par exemple, pour laquelle il n'existe qu'un CAP. Et vous voyez qu'il y a des petites flèches qui relient un petit peu les différentes parties, il y a des passerelles possibles, il y a des réorientations possibles et on peut envisager par exemple un bac professionnel à l'issue d'un CAP en 4 ans au lieu de 3. Donc vous voyez que rien n'est figé déjà et voilà, qu'il y a certaines bifurcations qui sont envisageables en cours de cursus. Alors, le petit point de vocabulaire, il me semblait important de vous préciser la différence entre orientation et affectation. L'orientation, concrètement, c'est le quoi. C'est qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine, vers quoi je souhaite m'orienter, quel chemin, quelle filière. Et c'est différent de l'affectation où là, on va plutôt renseigner le où est-ce que je vais poursuivre ma scolarité, dans quel établissement. Ce point de vocabulaire, il est important puisque dans les démarches, que vous allez devoir effectuer en classe de troisième, vous allez devoir répondre à ces 2 questions. Donc l'orientation: «Qu'est-ce que mon enfant fait l'année prochaine?» et l'affectation: «Où est-ce qu'il va poursuivre sa scolarité, l'année prochaine?» Donc gardez bien ça à l'esprit, je le rappellerai le moment venu pour que ça soit bien clair. Donc voilà, le calendrier de l'orientation, qu'est-ce qui vous attend concrètement, cette année? Sachant que là, vu le calendrier, normalement, la phase provisoire, elle est déjà faite ou elle est en cours, et s'ensuivra une deuxième phase qui est dite définitive. Donc concrètement, la phase provisoire, elle a lieu soit en fin de deuxième trimestre ou fin de premier semestre, selon l'organisation de l'établissement de votre enfant. L'objectif de cette première phase, c'est de pouvoir, formuler des intentions provisoires d'orientation. Les intentions provisoires, en gros, c'est proposer la suite des études, envisagées par votre enfant, donc soit une seconde générale et technologique, soit une seconde professionnelle, soit une première année de CAP. Hem Suite à cela, le conseil de classe, formule un avis provisoire. C'est-à-dire que toutes les intentions des familles sont étudiées en conseil de classe et en fonction du profil de l'élève et de son projet post-troisième, les familles reçoivent un avis concernant, le vœu qu'ils ont formulé. En cas de désaccord, donc là, il y a rien qui se décide à ce moment-là, c'est vraiment un avis provisoire et en cas de désaccord avec votre souhait, il y a une phase de dialogue à ce moment-là qui peut se mettre en place avec le professeur principal, avec le ou la psy-EN, avec le CIO et éventuellement, ça peut aussi être le cas avec le chef établissement. Il y a certains, établissements qui proposent des entretiens d'orientation concertés pour toutes les familles, qui permettent de faire un point à ce moment-là de l'année sur, les souhaits d'orientation et de réajuster éventuellement en fonction de la concordance entre le projet et le profil de l'élève. Mais en tout cas, à ce stade-là de l'année, il n'y a rien de définitif. On est vraiment sur un avis et sur des vœux provisoires. Donc en fin de troisième trimestre ou en fin de deuxième semestre, vous allez devoir à nouveau formuler des vœux qui, cette fois-ci, vont être des vœux définitifs. Donc des vœux définitifs d'orientation et également d'affectation. C'est-à-dire que vous allez devoir saisir des vœux d'établissement. Et je vous ferai le détail puisqu'évidemment ces vœux d'établissement, vont différer en fonction de si vous envisagez une voie générale et technologique ou une voie professionnelle, mais je détaillerai un petit peu plus tard. En tout cas, à ce moment-là de l'année, vous allez devoir répondre à ces 2 questions, l'orientation et l'affectation. De la même manière, les souhaits d'orientation, les vœux d'orientation vont être analysés par le conseil de classe qui, cette fois-ci, va prononcer une décision d'orientation. Donc là, on n'est plus sur de l'avis provisoire, c'est-à-dire que le conseil de classe peut valider ou s'opposer à un souhait d'orientation, d'un élève en fonction de son niveau scolaire, de ses compétences, de son projet, hem voilà, le conseil de classe peut s'opposer, par exemple, à un souhait d'orientation en seconde générale et technologique. À ce moment-là, il y a 2 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est il y a accord entre les souhaits et la décision d'orientation. Tout va bien, vous pouvez procéder à l'inscription de votre enfant, dans l'établissement dans lequel, il sera affecté.
Le deuxième cas de figure, c'est en cas de désaccord. Par exemple, vous avez demandé une seconde générale et technologique, le conseil de classe s'y oppose et propose une filière professionnelle. En cas de désaccord, la première étape, c'est un dialogue avec le chef établissement, qui doit se faire vraiment dans les jours qui suivent le conseil de classe. Lors de cette phase de dialogue, soit vous arrivez à vous mettre d'accord, c'est-à-dire que le chef établissement valide finalement le projet, le souhait d'orientation et dans ce cas-là, il peut modifier la décision d'orientation et vous pourrez ensuite procéder à l'inscription. Soit le désaccord se maintient, mais tout ça, ça se passe vraiment dans le bureau de la direction. En cas de maintien du désaccord, la dernière possibilité qui existe, c'est de solliciter la procédure d'appel. Vous devez le faire il me semble que c'est dans les 48 heures qui suivent la phase de dialogue. Vous pouvez demander à l'établissement, de passer en commission d'appel et ce sera un jury neutre qui analysera votre demande d'appel et qui prononcera une décision d'orientation, soit dans votre sens ou soit maintiendra la décision d'orientation de l'établissement. En tout cas, la décision d'orientation formulée par la commission d'appel est définitive. Après cette procédure-là, on n'a plus de recours possible. Voilà, j'espère avoir été suffisamment claire. Donc ces démarches, elles se font en ligne sur une plateforme qui s'appelle, EduConnect ou Scolarité Service. C'est une plateforme que vous devez normalement déjà connaître puisque c'est le compte qui vous permet d'accéder à tous les services numériques des établissements scolaires, notamment pour suivre la scolarité de vos enfants, l'accès aux livrets scolaires, les démarches en ligne pour l'inscription et cetera. Donc théoriquement, vous avez déjà dû pouvoir vous connecter sur cette plateforme-là. Dans le cas contraire, si vous êtes en difficulté, ou si vous n'avez pas vos identifiants, je vous invite à vous rapprocher, de l'établissement scolaire de votre enfant, et en général, le secrétariat ou la direction peut vous, fournir votre identifiant, votre mot de passe et vous pourrez, vous reconnecter. C'est par le biais de cette plateforme-là que vous allez pouvoir saisir les vœux d'orientation et d'affectation, mais aussi consulter la réponse du conseil de classe à ses souhaits et accuser réception de la réponse donnée par le conseil de classe. Sachant qu'accuser réception, c'est juste dire j'ai bien pris connaissance de. C'est différent que d'accepter ou s'opposer à une décision d'orientation. C'est simplement confirmer que vous avez bien fait lecture de la réponse du conseil de classe. Notez aussi que dans certains établissements, par mesure de sécurité, ils font une double démarche, c'est-à-dire qu'à la fois, vous devez effectuer la démarche en ligne et en parallèle, vous avez des fiches navettes, des fiches dialogue qui sont distribuées via le professeur principal pour pouvoir également consigner à l'écrit vos souhaits d'orientation et d'affectation. Mais ça, c'est vraiment selon la politique de l'établissement, ça ne se fait pas forcément partout. Voilà, mais théoriquement, à ce stade-là du calendrier, si votre enfant est en troisième, vous devez normalement déjà être au fait de tout ça. Alors, concernant l'affectation, donc je vous rappelle, l'affectation, c'est où? C'est quel lycée? Il y a 2 cas de figure. Pour une orientation en lycée général et technologique, c'est pas compliqué. L'affectation, elle se fait en fonction de l'adresse géographique, de votre adresse de résidence. En fonction de votre adresse, vous êtes automatiquement, comment dire? Sectorisé sur un lycée, ce qu'on appelle le lycée de secteur. Parfois, il y a une double sectorisation, mais en tout cas, c'est transparent. Vous savez automatiquement quel est votre lycée de secteur. Hem, il est possible, dans certaines situations, de demander ce qu'on appelle une demande d'extension de la carte scolaire. C'est ce qu'on appelait auparavant une demande de dérogation. Mais c'est soumis en fait à différents critères bien définis, qui sont déterminés au niveau, académique par le recteur. Donc ça peut être par exemple un élève en situation de handicap, qui bénéficie de soins proches d'un établissement plus proche que celui de son lycée de secteur. Ça peut être un membre de la fratrie qui est déjà actuellement scolarisé, dans l'établissement en question. En tout cas, c'est des critères vraiment très précis qui sont soumis à commission et en fonction de la validation ou pas de la commission, vous pouvez bénéficier d'une extension de la carte scolaire.
Concernant ces vœux sur les lycées de secteur, vous avez aussi tout à fait le droit de formuler des vœux sur d'autres lycées, même sans formuler de demande d'extension de la carte scolaire. Euh, la chose à retenir, c'est que votre enfant ne sera pas prioritaire sur ces lycées-là. Donc, il peut y avoir des élèves hors secteur qui peuvent être acceptés dans certains lycées, mais ça va dépendre des places disponibles une fois que les élèves du secteur sont affectés. Donc c'est très aléatoire, ça dépend voilà, de l'offre, de la demande et du taux d'attractivité du lycée. Quoi qu'il en soit, dans votre stratégie de saisie des souhaits d'affectation, il est impératif que vous fassiez apparaître en dernier vœu votre lycée de secteur, si vous décidez de formuler des vœux sur d'autres lycées, puisque l'affectation, en fait, c'est une application, enfin voilà, c'est un logiciel qui gère l'affectation pardon, des élèves. Il n'y a pas d'humain en fait hein, derrière tout ça. Donc si le lycée de secteur n'apparaît pas et que vous n'êtes pas affecté sur le lycée sur lequel vous avez formulé un vœu, eh ben, on se retrouve avec des élèves qui ne sont pas affectés à la rentrée scolaire. Bon, il y a toujours des solutions pour y remédier, mais mettez toujours le lycée de secteur en dernier vœu, ça vous évitera quelques sueurs froides, le cas échéant. Voilà, donc pour le lycée général et technologique, c'est simple. Pour le lycée professionnel, l'affectation se passe selon le calcul d'un barème. Il n'y a pas de sectorisation. En gros, tous les élèves candidats sur une voie professionnelle vont être affectés selon l'offre et la demande, selon un barème qui est calculé à l'aide des moyennes des 3 trimestres de troisième dans les disciplines, avec des coefficients qui vont varier selon la spécialité qui va être demandée. Les moyennes vont pas être, les barèmes vont pas être les mêmes selon qu'on demande une filière dans le tertiaire ou dans l'industriel. Donc les élèves sont classés selon ce barème et l'affectation se fait en fonction du taux de pression qu'il y a à prendre en compte. Par exemple, sur des formations qui sont très demandées, il peut y avoir dans un lycée professionnel, par exemple, 70 places. Et s'il y a 100 élèves qui demandent à rejoindre cette formation, eh ben, le logiciel va venir automatiquement sélectionner les 70 premiers de ce classement-là. Ce qui fait que les 30 élèves suivants vont être affectés sur leur deuxième, troisième, quatrième, ou alors vous pouvez formuler jusqu'à 10 vœux, mais en tout cas, ce sont les vœux suivants qui vont être analysés. Donc, en termes de stratégie, si votre enfant souhaite s'orienter vers la voie professionnelle, c'est très important de réfléchir à cette stratégie-là, de prendre connaissance des taux de pression sur les établissements et puis voilà, d'évaluer en fonction du profil de votre enfant les chances plus ou moins importantes d'être pris sur la filière qu'il vise. Voilà, juste à titre d'information, voici le barème dont je vous parlais, qui permet justement de classer les candidatures des élèves. Donc, vous voyez qu'en fonction des spécialités, il y a des matières qui vont plus compter que d'autres. Sur les filières industrielles et technologiques, ça va plutôt être les matières scientifiques, par exemple, physique, chimie, SVT, technologie. Et sur les filières plus tertiaires, commerce, aide à la personne, et cetera, ça va plutôt être le français, qui va compter pour un coefficient plus important. Donc ces barèmes-là, ils sont nationaux, c'est très transparent, vous pouvez les retrouver en tapant, sur internet table des coefficients pour l'accès à la voie professionnelle et vous pourrez les retrouver facilement. De la seconde générale et technologique, qu'on appelle souvent la seconde GT. Alors, il faut que je reprenne la main sur mon diaporama. Voilà, j'y suis. Donc, la seconde générale et technologique, comme vous pouvez le constater, il y a un tronc commun dans lequel les matières, les enseignements sont très, très similaires à ce que les élèves ont pu suivre au collège. À la seule différence qu'il n'y a plus d'enseignement musical, il n'y a plus d'art plastique dans le tronc commun.
Et il n'y a plus non plus de technologie. L'enseignement de technologie est remplacé par les sciences numériques et technologies. Donc, c'est une matière que les élèves découvrent en seconde et ne poursuivent pas par la suite, de la même façon que les sciences économiques et sociales qui apparaissent au tronc commun, donc qui permettent aux élèves de se familiariser avec cet enseignement-là et voilà, soit ils le prennent en enseignement de spécialité par la suite, soit c'est un enseignement qui est abandonné à l'issue de la seconde. Il y a la possibilité, en plus du tronc commun, de choisir des enseignements optionnels, donc des options qui ne sont évidemment absolument pas obligatoires. Et ce qu'il faut prendre en compte quand on fait le choix de prendre des options, c'est que, bah, bien évidemment, ça rajoute des heures à l'emploi du temps, hein. Ça peut être 3 heures par semaine en plus sur l'emploi du temps. Donc voilà, moi je conseille en général aux élèves et aux familles de rester bien lucides sur la charge de travail que ça va ajouter sur une classe de seconde avec l'adaptation au lycée, bah, qui n'est pas toujours simple et dont, voilà, dont les enjeux sont quand même importants. Euh, En plus du tronc commun, par le biais du professeur principal, il y a un accompagnement personnalisé tout au long de l'année sur la maîtrise de l'expression écrite et orale, sur l'aide à l'orientation pour accompagner vers la première. Et en début de classe de seconde, les élèves passent des tests de positionnement numérique, comme ils ont pu réaliser déjà au collège, sur l'expression écrite et orale et les compétences en mathématiques. Voilà pour le tronc commun de la classe de seconde. Je vous ai fait une capture écran là d'un exemple d'emploi du temps d'un élève de seconde générale et technologique pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte de la charge de travail au niveau de la semaine. Donc on est sur un volume horaire qui est sensiblement équivalent au volume horaire en classe de troisième avec une répartition. Après, selon les établissements, il peut arriver qu'il y ait cours le samedi matin. Enfin voilà, il y a des particularités par établissement, mais grosso modo, voilà à quoi peut ressembler un emploi du temps d'élève de seconde générale et technologique. Alors, on me demande souvent, notamment des parents d'élèves, quel est le profil d'un élève de seconde générale et technologique. Parfois, on me demande également quelle moyenne générale il faut avoir pour pouvoir accéder à la seconde générale et technologique. Alors, plus que d'une moyenne minimum qui serait nécessaire d'avoir, moi, je parle vraiment de profil. C'est-à-dire qu'un élève de seconde générale et technologique, ça va être un élève, pour être en réussite, qui va avoir des résultats relativement solides dans les matières générales, mais surtout des capacités de travail, d'organisation et d'anticipation qui vont être indispensables pour réussir au lycée. Vraiment, c'est ce qui fait la différence entre les élèves qui réussissent bien la transition et ceux qui peuvent être un peu plus en difficulté. Ça va vraiment être la maîtrise des méthodes de travail, des méthodes d'apprentissage et l'autonomie dans le travail. Ça va aussi être des élèves qui vont montrer une certaine aisance avec l'abstraction, avec les notions conceptuelles, puisqu'en seconde GT, au lycée général et technologique, on va rester sur des enseignements qui vont être très théoriques, très abstraits. En termes de compétences aussi, on va beaucoup demander aux élèves de savoir lire, analyser, synthétiser, rédiger. Il y a encore énormément de passages à l'écrit en seconde générale, donc il faut être à l'aise avec cette modalité de restitution-là. En termes de projet, un élève qui va intégrer une seconde générale et technologique, ça va être un élève soit qui n'a pas de projet professionnel encore bien défini, donc qui a besoin de se laisser encore un petit peu de temps pour y réfléchir. Alors un petit peu de temps, ça reste quand même relatif, c'est-à-dire que, comme vous le savez, en seconde GT, on est encore sur un palier d'orientation, donc il y aura encore des choix à faire sur la poursuite d'études. Mais en tout cas, on peut se permettre le bénéfice d'avoir un projet professionnel un petit peu plus flou et moins défini. Ou alors, ça va être des élèves qui vont viser soit des métiers, soit des études post-bac, des études supérieures post-bac relativement longues. Donc, dans ce cas-là, on va plutôt encourager les élèves à s'engager sur une seconde générale et technologique, puisque c'est la filière qui prépare le mieux aux études supérieures dites longues.
Voilà pour le profil d'un élève de seconde générale et technologique. Mais voilà, après la seconde générale et technologique, comme je vous le disais à l'instant, on est encore sur un palier d'orientation. Donc, à nouveau, l'élève va être confronté à des choix avec un calendrier qui va être relativement similaire à celui que vous êtes en train de vivre en troisième. Donc, les poursuites d'études après la seconde générale et technologique, ça va être soit un bac général, soit un bac technologique, comme son nom l'indique. Donc, je vais vous présenter les deux. D'abord, le bac général. L'objectif du bac général, ça va être d'approfondir les matières générales dans l'objectif d'envisager plutôt des études supérieures longues. Donc, en première et en terminale, il va y avoir un tronc commun, donc un socle de culture commune qui va regrouper les matières suivantes, donc le français, l'histoire-géographie avec l'éducation morale et civique, les langues vivantes, l'EPS, l'enseignement scientifique et mathématiques pour les élèves qui n'ont pas choisi un enseignement de spécialité. Et en terminale, le français disparaît puisque les élèves valident le bac français et est remplacé par la philosophie. Donc, à ce socle, à ce tronc commun, les élèves doivent choisir et ajouter 3 enseignements de spécialité en première et en terminale, ils n'en conserveront que 2 sur les 3 qu'ils auront choisis. Donc, ils devront abandonner un de leurs enseignements de spécialité. La liste des enseignements de spécialité, donc il y en a 11 en tout, vous les voyez qui s'affichent là à l'écran. Tous les enseignements de spécialité ne sont pas proposés dans tous les lycées, mais en général, vous avez les enseignements principaux. Ce qui va différer un peu, c'est les différentes disciplines artistiques, hein, puisque en art, vous avez l'enseignement histoire des arts, l'enseignement art plastique, il y a danse, il y a cirque, enfin voilà, il y a différentes disciplines en art qui ne sont évidemment pas proposées dans tous les établissements et biologie, écologie qui n'est proposée qu'en lycée agricole, par exemple. EPS, on ne le retrouve pas dans tous les lycées non plus. En tout cas, les enseignements de spécialité les plus courants sont proposés dans tous les lycées. Donc, 3 enseignements de spécialité en première, 2 en terminale, qui représentent le plus gros volume horaire dans l'emploi du temps et les plus gros coefficients au baccalauréat. En termes de volume horaire, c'est 12 heures. Donc ça représente 4 heures par discipline en première et en terminale, c'est 6 heures par enseignement de spécialité. Donc vous vous doutez bien qu'il faut avoir une certaine appétence pour les matières qu'on choisit, une certaine aisance aussi, puisque ça compte pour coefficient 16 au baccalauréat, donc c'est pas rien. Et justement, concernant l'examen du baccalauréat, le contrôle continu, il faut savoir que ça représente 40% de la note finale et les épreuves finales, 60% de la note finale. Donc, les épreuves finales, c'est en fin de première. On a évidemment le bac français, donc les épreuves écrites et orales. Et à partir de cette année, la grande nouveauté, c'est également une épreuve de culture scientifique et mathématiques. En terminale, les épreuves finales, ça va porter sur les 2 enseignements de spécialité que les élèves vont conserver, l'épreuve de philosophie et le grand oral, voilà, qui représentent les 4 grandes épreuves de fin d'année. Voilà, donc concernant le bac technologique. Alors, sur le bac technologique, il y en a 8 en tout que vous voyez apparaître à l'écran. Ce sont des filières qui permettent de découvrir un domaine technologique. Donc vous voyez, ne serait-ce que par l'intitulé, qu'on va déjà un petit peu préciser le domaine technologique qui va être étudié. L'objectif étant d'envisager des études supérieures un peu plus courtes, ce qui n'empêche pas dans un second temps de poursuivre des études et aller jusqu'à un master, voire plus, hein. Il y a des élèves de filières technologiques, notamment la filière STI 2D, sciences et technologies industrielles et du développement durable, qui peuvent tout à fait prétendre à des écoles d'ingénieurs, par exemple. Mais en tout cas, voilà, la première intention, ça va plutôt être pour des élèves qui vont avoir besoin d'un petit peu plus de concret, qui vont avoir besoin peut-être de pouvoir s'appuyer sur des exemples concrets et réels de la vie professionnelle pour envisager leurs apprentissages. Enfin, voilà, on est sur à la fois un domaine d'études qui va être plus concret, mais également une pédagogie d'enseignement qui va être un peu plus concrète aussi, sans pour autant
relever de la voie professionnelle. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas un métier dans une filière technologique, ça reste du théorique. Mais pour vous donner un petit peu la différence entre le général et le technologique, sur un bac général, au niveau des apprentissages, on va être sur une modalité d'enseignement très classique, où voilà, l'enseignant, on étudie un chapitre, l'enseignant délivre la théorie, les élèves l'apprennent et puis l'appliquent. Donc on est vraiment dans cette modalité d'enseignement-là. Alors qu'en voie technologique, on va plutôt partir de l'inverse, on va plutôt partir d'un exemple concret sur une pédagogie de projet avec des élèves qui vont travailler principalement en groupe, en petits groupes. Et c'est en partant d'un exemple concret issu du domaine choisi que les élèves vont petit à petit comprendre la théorie qu'il y a derrière cet exemple concret. Et au niveau de la restitution, en voie générale, on est majoritairement sur une restitution écrite, alors qu'en bac technologique, on va avoir une restitution orale qui va être plus importante sous forme d'exposé, par exemple. Donc en bac technologique, ça va s'adresser à des élèves qui ont une appétence pour ces modalités-là, hein, donc qui vont être à l'aise dans la restitution orale, qui vont être à l'aise dans le travail en petits groupes et qui vont avoir besoin de spécifier un petit peu leurs apprentissages sur des domaines technologiques un peu plus précis. Voilà. Euh, je pense que c'est à peu près tout. Donc, je ne vais pas vous faire le détail de chacune des filières technologiques, hein. Vous voyez que ça couvre des domaines très variés, comme le management et la gestion, la santé et le social, les technologies de laboratoire. Il y a un bac technologique aussi en design et en art appliqué. Voilà, le diaporama sera mis à disposition et le webinaire étant enregistré, vous pourrez y avoir accès ultérieurement si vous êtes intéressé par cette filière-là. Voilà, donc j'en ai fini avec la voie générale et technologique. Maintenant, je vais vous présenter la voie professionnelle avec les deux diplômes qui le constituent, qui sont le bac professionnel et le CAP. Donc, ce sont deux diplômes professionnels, mais ces diplômes, il y a deux types de préparation. Le même diplôme peut être préparé de deux façons différentes, soit à temps plein en lycée professionnel, soit en apprentissage, ou on peut dire aussi en alternance. Donc, à temps plein en lycée professionnel, l'ensemble des enseignements généraux et professionnels ont lieu dans l'enceinte du lycée, à la fois les cours théoriques en classe, mais également les enseignements professionnels qui se déroulent sur des plateaux techniques qui sont vraiment insérés dans le lycée. Par exemple, pour un bac professionnel mécanique, mécanique automobile, bah, dans le lycée, il y a un garage avec des véhicules et les élèves apprennent sur les véhicules à détecter une panne, à la réparer, etc. Sur un bac professionnel esthétique, cosmétique, parfumerie, vous avez des simulations de cabines dans lesquelles les élèves apprennent à pratiquer les soins de beauté, par exemple. Avec cette modalité-là, le jeune conserve le statut scolaire, c'est-à-dire que les cours ont lieu du lundi au vendredi, il y a des périodes de stage en entreprise, mais l'élève reste élève, donc il bénéficie toujours des week-ends, des vacances scolaires, etc. C'est un peu différent dans la modalité en apprentissage, c'est-à-dire que en apprentissage, il y a ce qu'on appelle une alternance. Le jeune signe un contrat d'apprentissage avec une entreprise et il devient donc salarié de cette entreprise. Apprenti, certes, mais salarié. Donc, il perd le statut d'élève, d'étudiant, avec les avantages que ça constitue, comme les vacances scolaires, mais voilà, avec un certain gain aussi, notamment la rémunération. Donc, un apprenti est rémunéré sur un certain pourcentage du SMIC en fonction de son âge et de son niveau d'études. Mais concernant les vacances, bah, comme n'importe quel salarié, un apprenti bénéficie de 5 semaines de congés payés
voilà, plus ou moins négociable avec son employeur. Donc voilà, il y a l'alternance entre les enseignements généraux qui se font sur le lieu CFA, donc centre de formation d'apprentis, et les apprentissages professionnels qui se font directement sur le terrain. À savoir qu'au bout du compte, le diplôme est le même. C'est juste la modalité d'apprentissage qui va, enfin la modalité de préparation qui va différer. Mais à la fin, ça sera le même diplôme qui sera validé. Donc un petit focus sur la seconde professionnelle. Qui dit voie professionnelle ne dit pas, bah, il y a plus de matière générale. Parce que si, il y a toujours des matières générales. Il y a du français, de l'histoire-géographie, l'éducation à la citoyenneté, des mathématiques, des langues vivantes. Donc une ou 2 langues vivantes selon la spécialité choisie. Il y a une matière art appliqué, culture artistique, l'EPS, et pour les bacs pro, dans le domaine de la production, il y a toujours des sciences physiques et chimiques. En plus de cela, il y a un enseignement général lié à la spécialité qui est souvent en co-intervention entre un enseignant, pro et un enseignant de matière générale. Il y a de l'éco-gestion et du droit, prévention santé environnement et toujours un accompagnement personnalisé, pardon, notamment à l'orientation. Et les enseignements professionnels qui représentent, presque la moitié de l'emploi du temps. Je vous montrerai après un emploi du temps de lycéen professionnel, vous verrez la part entre les enseignements généraux et les enseignements professionnels. Et à cela s'ajoutent 6 semaines de formation en milieu professionnel sur toute l'année de seconde. Voilà, ensuite selon les filières, choisies, vous avez 2 possibilités. Soit la spécialité choisie s'intègre dès la classe de seconde. C'est le cas par exemple du bac pro ASSP, accompagnement, soins et services à la personne, ou du bac pro métier de la sécurité, où en fait on intègre la spécialité directement après la seconde. Mais la deuxième possibilité, et c'est le cas pour, on va dire, la majeure partie des bacs professionnels, en seconde, on va choisir une famille de métiers qui va permettre aux élèves d'acquérir des compétences professionnelles qui vont être communes à la famille de métiers choisie. Et la spécialisation, elle se fait à l'issue de la classe de seconde, donc à l'entrée en première. Je vous donne un exemple. Les métiers de la relation client, c'est la famille de métiers qui va regrouper le bac pro commerce, le bac pro vente et le bac pro accueil. Donc en classe de seconde, les élèves vont pouvoir découvrir, ces 3 filières-là, ces 3 spécialités de bac pro et ils ne choisiront leur spécialité qu'à l'issue de la classe de seconde. Voilà. Donc dans ces cas-là, la classe de seconde constitue encore une fois, même en voie professionnelle, un palier d'orientation et surtout, ça permet aux élèves qui seraient encore un peu indécis de ne pas, définir tout de suite le bac professionnel qu'ils vont choisir, mais plutôt une famille de métiers qui va regrouper, différents débouchés. Donc voilà, comme je vous le disais, un exemple d'emploi du temps d'un élève de seconde professionnelle, donc là, c'est un élève de seconde ASSP. Déjà, le constat que vous pouvez faire, c'est en termes de volume horaire, on est sur une charge d'emploi du temps qui est très similaire à une seconde générale et technologique. Ce qui va différer, c'est effectivement la proportion entre les enseignements, généraux et les enseignements professionnels. Là, sur cette semaine-là, vous voyez, les enseignements généraux, ça représente 16 heures sur l'emploi du temps et il y a 13 heures d'enseignement professionnel où là, les élèves sont vraiment en situation d'apprentissage professionnel. Ils vont pratiquer, ils vont développer des savoir-faire professionnels, donc on est vraiment sur quelque chose de très concret. Comme je vous disais, en mécanique, on apprend à identifier une panne, à démonter un moteur, à réparer, et cetera. En esthétique, on va apprendre à faire un soin du visage, une épilation, et cetera. Donc on est vraiment sur des choses très concrètes et les élèves sont dans le faire. Voilà. Sur les 3 années de bac professionnel, en tout, il y a 22 semaines de stage qu'on appelle les PFMP, les périodes de formation en milieu professionnel. Donc 22 semaines qui sont réparties sur les 3 années, ça fait entre 1 mois et 2 mois de stage par an, donc où les élèves sont en entreprise, en immersion, voilà, en immersion totale en entreprise.
Voilà, donc un petit focus maintenant sur la première année de CAP. Donc, vous voyez, en termes de volume horaire, on est sur quelque chose d'un petit peu plus réduit, un peu plus accessible aussi pour des élèves notamment qui sont scolairement fragiles, avec toujours cette alternance entre enseignements généraux et enseignements professionnels. À savoir qu'en voie pro, les enseignements généraux, on va être sur quelque chose de beaucoup moins abstrait, de beaucoup moins théorique. Les enseignements généraux en voie professionnelle, ils sont vraiment au service du professionnel, au service du métier que les élèves sont en train d'apprendre. Par exemple, en menuiserie, on va faire de la géométrie, mais qui va être directement appliquée en atelier sur les plateaux techniques. En esthétique, cosmétique, parfumerie, on va faire de la chimie, des sciences de la vie, on va apprendre de quoi est constituée la peau, on va apprendre les différents procédés chimiques, des produits, etc. Enfin, voilà, on est vraiment, on ne va garder dans les enseignements généraux que ce qui est concrètement utile aux enseignements professionnels. Donc, bien sûr, ça va s'adresser à des élèves qui vont davantage réussir quand ils peuvent rattacher leurs apprentissages généraux à quelque chose de très concret et qui va être utilisé immédiatement. Donc voilà un emploi du temps d'un élève de CAP. Donc là, on est sur un CAP équipier polyvalent de commerce, par exemple. Vous voyez que là, en seconde pro, on était sur 29 heures de cours hebdomadaires. Là, on passe à 21 heures, donc c'est un peu plus léger. Euh, et en termes de stage, on est sur une répartition sur les 2 années de CAP de 16 semaines de stage. Donc les PFMP où les élèves sont également en immersion totale en entreprise. Voilà, donc tout comme je l'ai fait pour la zone générale, le profil d'un ou d'une élève de voie professionnelle, eh ben, ça va être un ou une élève qui va avoir un projet pardon, professionnel déjà relativement défini. Pas forcément très précis, pas forcément avec un métier en tête, mais au moins un domaine professionnel dans lequel il souhaite se former et s'orienter. Ça va aussi être des élèves qui vont avoir parfois besoin d'une scolarité un peu différente, comme je vous l'ai décrit, par le biais des emplois du temps. Ça va être des élèves qui vont bénéficier, d'être au contact d'apprentissages plus concrets, avec un petit peu moins de théorie, ce qui fait que les apprentissages auront plus de sens, ils pourront davantage s'y investir et davantage réussir aussi. Puisque, voilà, on va pas se mentir, la plupart du temps, les élèves qui s'orientent vers la voie professionnelle, c'est des élèves qui présentent des fragilités scolaires, soit des lacunes, soit des difficultés, voire un décrochage scolaire. Donc, c'est des élèves qui vont avoir besoin d'être en réussite dans une scolarité un petit peu différente, ce qui va leur permettre de reprendre confiance en eux et aussi de voir le résultat direct de leur travail, les réalisations qu'ils vont pouvoir faire en enseignement professionnel. En voie professionnelle, on va être aussi sur un profil d'élève qui va montrer une certaine maturité qui va être nécessaire pour accepter d'aborder le monde du travail dès le post-troisième, donc à 14-15 ans, soit par le biais de stage, soit par le biais de la signature d'un contrat d'apprentissage. Donc, tous les élèves, et complètement indépendamment de leur niveau scolaire et de leur capacité à réussir des études, tous les élèves ne sont pas prêts, en sortant de troisième, à être jetés dans le bain du monde professionnel, du monde du travail. Donc ça, c'est important aussi à questionner avec les élèves, avec vos enfants. C'est est-ce qu'ils sont prêts, effectivement, à se retrouver au milieu de salariés, d'employés dans une entreprise. Concernant les débouchés en voie professionnelle, on va être sur des élèves, soit qui ont envie et besoin d'intégrer rapidement le monde du travail, soit des élèves qui souhaitent poursuivre leurs études, mais plutôt sur des études courtes, type BTS, donc brevet de technicien supérieur, qui est le bac+2, qui est le plus couramment poursuivi à l'issue d'un bac professionnel. Donc des élèves, soit qui veulent rapidement intégrer le monde du travail, soit qui sont OK pour poursuivre des études, mais voilà, plutôt sur des études courtes. Quoi qu'il en soit, la voie professionnelle, ce qu'on peut observer au quotidien, dans les équipes éducatives, c'est que ça va être un chemin,
une orientation qui va permettre à un bon nombre d'élèves, de bénéficier d'un souffle nouveau. Ça peut être une libération aussi, parce que c'est une façon complètement différente d'apprendre, avec un rapport aux enseignants aussi qui va être très différent. On va davantage leur confier de responsabilités, leur faire confiance, aussi un rapport un peu plus d'adulte à adulte, et ça peut être, un vrai tremplin de réussite pour des élèves qui vont se révéler en fait dans cette filière-là. Donc voilà, vraiment pour des élèves qui soit sont fragiles ou alors en ont marre du cursus scolaire, on va dire, classique, ordinaire, ça peut vraiment être une hypothèse intéressante à envisager. Voilà, donc j'ai terminé avec la présentation de la filière générale technologique et professionnelle. Maintenant, on va continuer sur la partie comment accompagner son adolescent dans son projet d'orientation et notamment quel peut être votre rôle à vous en tant que parent. Donc dans cette partie-là, je vais développer un petit peu, voilà, la compréhension du processus de l'adolescence et qu'est-ce qui se joue à ce moment-là, notamment les enjeux, liés à l'orientation. Je vais vous proposer, voilà, des postures à adopter pour accompagner votre enfant, les démarches également que vous pouvez entreprendre pour l'aider. Et je finirai ensuite par, vous présenter quelques ressources, et des outils utiles, pour accompagner, votre enfant. Voilà, donc là, je vais sans doute enfoncer des portes ouvertes, hein, pour la plupart d'entre vous, puisque si vous êtes parent d'un enfant en classe de troisième, je pense que ça fait, déjà peut-être quelques années que vous éprouvez ce que c'est que l'entrée dans l'adolescence. C'est une période de profond changement. Là, je pense que je vais mettre tout le monde d'accord. C'est une période de construction identitaire, ce qui fait que l'adolescent, à ce moment-là, il traverse vraiment une période de confusion identitaire, de doute, de remise en cause. C'est vraiment la période où l'adolescent se cherche. Il va tester des choses, que ce soit en termes vestimentaires, en termes de goûts musicaux, en termes... Vraiment, on peut voir une alternance de, voilà, de styles, de questionnements qui vont s'enchaîner très rapidement à ce moment-là. Et voilà, on est vraiment sur l'enjeu de sortir de l'enfance, entrer dans le monde de l'adulte. Et l'adolescence, c'est un petit peu cette espèce de sas un peu confus où on n'est plus tout à fait un enfant, mais pas encore complètement un adulte. Et ça peut être très déroutant, à la fois pour les adolescents et pour les parents qui les accompagnent également. Il faut savoir qu'aussi, à l'adolescence, et ça, c'est ce qui parfois fait conflit, notamment en lien avec l'orientation, il y a un rapport au temps qui est complètement différent. Et là, on est vraiment sur du purement, neurobiologique. C'est vraiment lié, au stade de développement du cerveau de l'adolescent à ce moment-là. Il y a un vécu très intense du moment présent avec une recherche de plaisir, une recherche de plaisir immédiat, avec une grosse difficulté à se projeter dans la vie, dans l'avenir. Mais c'est parce que l'avenir, c'est vraiment quelque chose qui, concrètement est aussi difficile à envisager dans un cerveau adolescent. Et au niveau psychologique, il y a aussi ce conflit entre effectivement, l'envie, de devenir adulte, l'envie, de devenir indépendant, mais ça peut aussi générer des angoisses. Il y a énormément d'angoisses qui peuvent être réactivées, au moment de l'adolescence, notamment des angoisses de séparation. Donc voilà, c'est une période, très conflictuelle au niveau interne et au niveau, psychologique. À cela s'ajoute des émotions en ébullition, voilà, les montagnes russes émotionnelles, l'effet loupe avec des changements brusques d'humeur, d'attitude, où voilà, un petit effet anodin va prendre des proportions inimaginables avec des sautes d'humeur qui peuvent amener à des conflits. Ça, c'est lié aussi, c'est très développemental, c'est lié, voilà, avec les hormones qui arrivent, un cerveau qui est encore en chantier, en construction, avec le cortex préfrontal qui n'est pas complètement au point et qui, voilà, qui fait que le jeune, à ce moment-là, du mal à gérer ses émotions, c'est complètement normal. Et rassurez-vous, avec le temps, ça tend à se tasser et voilà, ça va de mieux en mieux, notamment l'entrée au lycée. Souvent, c'est la période où on voit au fur et à mesure des années que tout ça, ça se tasse un petit peu.
Une autre particularité, à l'adolescence, c'est l'influence primordiale du groupe de pairs. Avec vraiment un enjeu là dans l'identification au groupe de pairs, dans la recherche de modèles à l'extérieur du cocon familial, puisque l'adolescence, comme je vous le disais, c'est cette transition entre l'enfance, où finalement on suit les modèles parentaux sans trop les questionner, et l'adolescence, où là l'enjeu c'est de trouver sa propre personnalité, de commencer à réfléchir par soi-même, etc. Donc l'enfant, l'adolescent va être de plus en plus dans une recherche de modèles extérieurs avec un très fort besoin de conformisme, d'être conforme au groupe. Voilà, se différencier du groupe, ça peut être très anxiogène pour l'adolescent. Pareil, que ce soit pour la tenue vestimentaire, que ce soit pour les goûts musicaux, pour que ce soit... C'est à ce moment-là qu'on remarque vraiment un très très fort conformisme dans les groupes d'adolescents, avec l'importance en fait du regard des autres, puisque jusqu'à maintenant, l'enfant, il s'est construit au travers du regard de ses parents. Et là, bah, le regard extérieur, le regard des autres et notamment de son groupe de pairs prend énormément d'importance. Ce qui amène à mon dernier point, c'est-à-dire l'évolution de la relation aux parents. Avec notamment une recherche d'indépendance, une recherche d'autonomie qui est affirmée et revendiquée haut et fort par l'adolescent. Même si parfois en tant que parent, on se rend bien compte que c'est pas tout à fait au point et qu'il y a encore, voilà, il y a encore quelques ajustements à faire, mais en tout cas, voilà, c'est plutôt sain finalement de la part d'un adolescent d'être dans cette quête-là d'indépendance, d'autonomie, etc. Avec voilà, bah, l'expérience du parent qui petit à petit compte de moins en moins pris en compte et voilà, l'adolescent va de plus en plus aller rechercher l'approbation et l'expérience à l'extérieur du cercle familial. Donc ça peut être parfois un peu douloureux en tant que parent. Ça peut être parfois un petit peu conflictuel aussi, mais voilà, même si c'est désagréable, il n'y a absolument rien d'anormal à ça. Au contraire, j'ai envie de dire. Et donc dans tout ça, bah, en fait, l'orientation pour l'adolescence, ça reste une tâche développementale, enfin une tâche relativement complexe puisque ça met en jeu différentes notions et notamment bah, le fait de devenir adulte, de se préparer à rentrer dans le monde du travail. Ça implique aussi de se projeter dans l'avenir, de construire un projet d'études ou professionnel, de faire des choix et finalement les premiers vrais choix d'orientation, ils interviennent à ce moment-là du développement. Donc ça met face à une tâche très, très complexe pour l'adolescent, d'autant plus que le monde du travail, pour un adolescent, ça reste quand même quelque chose de très abstrait. À l'adolescence, il y a peu, voire pas du tout d'expérience professionnelle. On vit en plus dans un monde où les métiers, évoluent très rapidement. Il y a toujours, voilà, en fond quand même la peur du chômage. On observe aussi un rapport au travail qui évolue énormément, et notamment depuis le Covid, avec des valeurs qui évoluent, avec une place faite comment dire, aux professionnels qui évoluent aussi. Il y a des enjeux sociétaux et climatiques aussi qui viennent s'y ajouter, qui font bah, que faire des choix, c'est encore plus compliqué dans le monde dans lequel on vit qui reste relativement incertain. Et puis, à cela s'ajoute, et ça c'est humain, la peur de se tromper, de ne pas prendre la bonne décision. Et c'est une angoisse que partagent les adolescents, les élèves, mais aussi les parents. On est souvent, en tant que psy-EN, confrontés à des parents qui sont très inquiets des choix d'orientation de leur enfant, qui ont peur que leur enfant s'engage dans une voie d'orientation dans laquelle il va pas s'épanouir et qu'il puisse plus changer après, etc. Donc ça génère quand même énormément d'angoisse, tant pour les enfants que pour les adultes qui les encadrent. Euh, et cette angoisse, elle concerne aussi les enseignants, et notamment les professeurs principaux qui accompagnent vos enfants, qui sont très très impliqués et qui ont très à cœur de pouvoir proposer des choix d'orientation pertinents à vos enfants. Et enfin, ce qui ne simplifie finalement pas trop la chose, c'est le rapport à l'information. C'est-à-dire qu'on est là dans un monde, dans une société où
Soit on est confronté à trop d'informations, hein, d'ailleurs on appelle ça l'infobésité, ou alors pas assez d'informations, ou en tout cas la difficulté à trouver des informations à jour, fiables, et sur lesquelles on peut compter. Donc ça peut complexifier un petit peu cette tâche-là. Donc, ben, une personne et notamment un adolescent face au choix et à la prise de décision, ça peut générer une certaine anxiété et donner lieu à un contexte d'indécision vocationnelle. Donc, je vous fais une petite parenthèse là sur un modèle que j'aime beaucoup, qui est un modèle canadien qui s'appelle la typologie aviaire où en fait ils ont déterminé différents profils, différentes attitudes possibles face au choix, et notamment concernant l'indécision vocationnelle pour expliquer un petit peu ce qui se cache derrière chaque profil. Et ils ont nommé ces profils avec des noms d'oiseaux, d'où la typologie aviaire. Donc vous pouvez retrouver sur Internet, il y a un petit test qui existe, vous tapez typologie aviaire, il y a un petit test qui existe. Alors, il n'y a pas de validation scientifique de ce test-là, hein, enfin voilà, ça a été construit de façon très empirique, mais c'est intéressant puisque ça permet peut-être de se reconnaître derrière un oiseau ou reconnaître votre enfant derrière un oiseau. Et le test propose des pistes et des solutions pour aider le jeune à sortir de cette indécision vocationnelle et de cette impasse face au choix. Donc, je vous en ai mis simplement trois en exemple. Il y en a beaucoup plus, je me souviens plus, mais il y en a une dizaine. Peut-être que parmi ces trois oiseaux, vous allez reconnaître votre adolescent ou votre adolescente. Donc, vous avez l'autruche, hein, quand on parle d'orientation, c'est me parlez pas de ça, ça m'énerve. Vous avez le colibri qui, au contraire, va butiner partout, tout m'intéresse, je veux m'inscrire en biologie, en art, en journalisme. Ça n'a ni queue ni tête, mais voilà, tout l'intéresse. Ou vous avez par exemple le pélican qui va avoir besoin d'engranger un maximum d'informations et n'en aura jamais, jamais, jamais assez, ce qui fait que bah, ça bloque la prise de décision puisqu'on est toujours en recherche d'informations supplémentaires avant de se décider. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que derrière chacune de ces attitudes se cache toujours un besoin, une peur, voire une angoisse. Et décrypter cette attitude, ça peut aider, ça peut permettre de proposer des leviers ou des solutions ou des pistes qui permettent de lever un petit peu cette indécision et de réussir à faire des choix. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver ce test et n'hésitez pas, voilà, aussi à solliciter les professeurs principaux et les psy-EN qui pourront aussi vous accompagner si vous êtes un petit peu dans l'impasse dans les choix d'orientation. Voilà, donc concrètement, pour s'orienter, l'adolescent, il doit se connaître, s'engager et savoir décider. Se connaître, ça va regrouper ce qu'on appelle les déterminants de l'orientation, à savoir la connaissance de soi, donc ses goûts, ses intérêts, ses compétences, mais aussi la connaissance des parcours et des formations et la connaissance des domaines professionnels, voire éventuellement des métiers. Donc c'est plus on va travailler sur la connaissance de ces trois domaines-là, plus ça va être facile, entre guillemets, aisé de faire des choix. Mais ça suffit pas. Il faut également pouvoir s'engager, hein. Je vous évoquais tout à l'heure le fait que pour l'adolescent, le monde du travail, c'est très abstrait, le lycée, c'est très abstrait. Donc il va falloir pour l'aider multiplier les démarches concrètes. Se rendre à des journées portes ouvertes, des forums, des salons, discuter avec des élèves, avec des étudiants, des enseignants, des professionnels. C'est à force, d'être confronté à la réalité, que l'élève va pouvoir, le jeune va pouvoir se faire une image concrète, en tout cas au plus concret possible, et ça va l'aider à formuler des choix. Et enfin, savoir décider. Donc, identifier la nature de son indécision, c'est ce que je vous présentais avec la typologie aviaire sur la slide précédente, mais également pouvoir mettre en place derrière des actions et des stratégies adéquates. Et si on devait retenir qu'une seule chose dans ce processus-là, c'est que la motivation naît de l'action et pas l'inverse. Si on attend d'être motivé, si on attend qu'un adolescent soit motivé,
il est fort probable qu'on ne mette rien en place. Donc vraiment, c'est en faisant, c'est en se mettant en action que la motivation arrive. En termes de, «calendrier» entre guillemets, en termes de timing, quand réfléchir à son orientation, ben, les choix d'orientation en fait, c'est pas des choix qui vont se faire en troisième, en seconde, en terminale pour le choix post-bac. C'est vraiment des choix qui vont s'inscrire dans une temporalité relativement longue. L'orientation, c'est toute la vie. Donc il ne s'agit pas de décider tout de suite, immédiatement et de faire des choix qui vont être définitifs. L'objectif, dès la quatrième, dès la troisième, c'est commencer à réfléchir sur soi, sur ses intérêts, qui on est, qu'est-ce qu'on aime, quelles sont nos qualités, quels sont nos points forts, quelles sont nos fragilités, et cetera et c'est petit à petit, par le biais de cette connaissance de soi, qu'on va pouvoir s'autoriser à explorer. Explorer les possibles, à s'informer, sur les formations, le monde professionnel et cetera. Et c'est en envisageant cette réflexion-là vraiment tout au long de la scolarité et tout au long de la vie, qu'à chaque étape de scolarité, chaque étape étant soumise à des choix. Là, il y a évidemment la contrainte et ce qu'on appelle en psychologie le principe de réalité qui vient s'imposer. Bah, si on a pris la peine d'y réfléchir avant, on sera sans doute moins confronté au risque de choisir dans la précipitation ou par défaut parce que, voilà, on se retrouve, au pied du mur et il faut faire un choix et donc on fait un choix un petit peu au hasard. C'est vraiment important d'y réfléchir en amont. Et surtout de dédramatiser, de retenir que l'orientation, c'est un parcours, c'est un chemin, sur lequel on va rencontrer à différents moments de sa vie, différentes intersections, différentes routes et à chaque intersection, il y a tout un tas d'itinéraires, qui sont possibles et des itinéraires différents qui permettent parfois, d'arriver, à la même destination. Donc il faut vraiment prendre les étapes les unes après les autres et c'est des choix qu'on fait à un instant T, avec qui on est à ce moment-là, mais en tout cas qui ne sont pas irréversibles. Donc vraiment, c'est important de, voilà, de prendre cette chose-là au sérieux, mais de dédramatiser aussi un petit peu. Donc, en tant que parent, pour aider son adolescent, à faire des choix pour son avenir, il y a, différentes postures qui peuvent être intéressantes, ou en tout cas productives. Ça va être coûte que coûte déjà de maintenir le dialogue, d'être à l'écoute de son adolescent, de respecter ses idées, ce qui est pas toujours facile, hein, parce que parfois on est confronté à des adolescents qui ont des idées un peu irréalistes, un peu farfelues et cetera. Mais derrière chaque idée, il y a une envie, il y a une projection, il y a un désir, donc c'est vraiment important de maintenir le dialogue coûte que coûte. La deuxième chose, ça va être de l'accompagner, de l'inciter à la réflexion, et éventuellement, enfin évidemment, faciliter ses démarches. Mais attention, même si c'est un raccourci facile et qu'on a l'impression de gagner du temps et de mieux bien ou mieux faire les choses, il faut être attentif à ne pas faire à la place. Déjà parce que ça peut être vite conflictuel, hein, à l'adolescence, si on essaye de faire les choses à sa place, il y a fort à parier qui risque de se rebeller et puis voilà, c'est pas l'aider non plus dans son autonomisation. Ensuite, c'est important de soutenir et respecter son adolescent, de toujours porter un regard bienveillant et positif sur son ado, même si parfois, effectivement, les adolescents mettent une énergie incroyable à essayer de nous pousser à bout. Mais c'est important, quoi qu'il arrive, voilà, d'avoir toujours un regard bienveillant sur lui, parce que c'est quand même une phase qui est pas facile, pour lui. Et enfin rassurer, parce que même si les adolescents ne le montrent pas forcément, ça reste en tout cas dans leur quotidien d'élève, une période stressante où ils vont être quotidiennement sollicités sur l'orientation, le brevet, la performance scolaire et cetera et voilà, ça peut être, très stressant, très anxiogène. Donc c'est important, même si en tant que parent, on subit aussi ce stress-là et c'est pas toujours évident de garder la tête froide, c'est important d'essayer au maximum de désamorcer ce stress, de dédramatiser et de rassurer. Ce que je vous disais effectivement, c'est que ce sont des choix qui sont importants, qu'il faut pas prendre à la légère, mais qui
ne restent pas des choix définitifs et on a le droit à l'erreur. Voilà, c'est vraiment le message qui est important à faire passer à votre adolescent, c'est qu'il a le droit de se tromper, il a le droit à l'erreur et les passerelles sont possibles si on se trompe. Voilà, donc si je devais un petit peu faire une synthèse de tout ça, accompagner son adolescent dans son parcours d'orientation, c'est tenter d'identifier ses besoins en termes d'accompagnement. Échanger avec lui pour voir, avec lui ou avec elle, pour voir où il ou elle en est, quel est son état d'avancement, quelles sont les questions qu'il peut se poser. Mais aussi l'aider en fait dans la connaissance de soi, à identifier ce qui le caractérise, ce qui l'intéresse, et l'aider aussi à traduire ça en compétences, en points forts, en centre d'intérêt. Et aussi l'accompagner dans ses recherches, documentaires, puisque c'est pas toujours évident pour un adolescent de faire le tri dans les informations qu'il peut collecter. Donc, voilà, vous avec votre regard, aguerri, vous pouvez l'aider à aller chercher des sources fiables d'informations, mais aussi l'accompagner, dans les visites de journées portes ouvertes, de forums et cetera. Et l'inciter à faire des démarches et à s'impliquer, dans des activités extrascolaires. C'est vraiment l'aider, être moteur, et l'aider à s'impliquer et être dans l'action. Alors bien évidemment et heureusement, vous n'êtes pas seul, pour faire tout ça et en établissement scolaire notamment, vous avez, un certain nombre de personnes ressources qui sont là pour vous accompagner. Le professeur principal qui est votre interlocuteur, privilégié pour le suivi de la scolarité, de votre enfant, qui accompagne également, notamment en troisième, les élèves dans leur choix d'orientation et qui assure le dialogue avec les familles. Mais aussi les psy-EN qui peuvent recevoir, en établissement, en entretien individuel, mais aussi au CIO, en centre d'information et d'orientation, donc qui reçoit les élèves et ou leurs familles, et qui peuvent proposer un accompagnement dans l'aide au choix d'orientation, qui peuvent proposer des bilans d'orientation avec des questionnaires d'intérêt pour les aider à déterminer un petit peu leur profil professionnel et déterminer des domaines ou des champs professionnels qui pourraient correspondre à la fois à leurs goûts, leurs intérêts, leur personnalité, mais aussi à leur profil scolaire. Et les psy-EN également sont spécialisés dans l'information sur les études, les métiers et les différentes procédures d'orientation et d'affectation. Et enfin, le professeur ou la professeure documentaliste, qui aide les élèves et les enseignants dans les recherches documentaires et qui peut aussi être, en appui aux équipes éducatives, dans l'organisation d'actions d'information, notamment. Mais ça, c'est dans l'emploi du temps scolaire et au sein des établissements. Donc je vous parlais des psy-EN, effectivement, vous avez le CIO, le Centre d'information et d'orientation, qui est un vrai lieu ressource. Donc c'est un service public qui est gratuit et accessible à tout public, dont l'accueil est assuré par des psy-EN, donc des psychologues qui sont, fonctionnaires de l'éducation nationale et spécialistes en questions d'orientation. Et auprès de ces psy-EN, vous allez pouvoir trouver des conseils individuels et personnalisés sur, l'orientation, des informations aussi sur les différentes études, les formations, les différents métiers et un accompagnement aux démarches, que ce soit, Affelnet pour l'affectation post-troisième, post-seconde ou Parcoursup pour le post-bac. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur le CIO le plus proche de chez vous et à prendre rendez-vous. Les CIO sont ouverts pendant les vacances scolaires, ce qui est un vrai plus, et certains CIO proposent des ouvertures en soirée ou le samedi matin. Donc renseignez-vous. Voilà, c'est un lieu que, évidemment, je prêche pour ma paroisse, mais c'est un lieu que je vous invite à fréquenter. Voilà, et puis pour finir, je vous ai mis comme ça pêle-mêle quelques sites internet, qui peuvent être utiles, dans la réflexion sur les choix d'orientation, notamment l'outil Horizon 2021, qui est un outil qui a été, conçu par l'ONICEP pour aider les lycéens à construire leur choix d'orientation et notamment les choix des enseignements de spécialité, ou des filières technologiques. Donc c'est un site sur lequel vous allez pouvoir découvrir le contenu des différents enseignements de spécialité ou des filières technologiques. Et il y a un mode simulation où vous pouvez sélectionner des combinaisons d'enseignements de spécialité
ou des filières technologiques. Et ça va vous ouvrir un onglet qui va vous présenter les horizons que ces combinaisons d'enseignement spécialité ou de filières technologiques permettent d'ouvrir, à la fois en termes de poursuite d'études, mais aussi en termes de métiers accessibles. Donc ça permet de commencer à construire une stratégie en termes de choix d'enseignement de spécialité ou de filières technologiques pour envisager le post-bac. Vous avez l'ONICEP qui est une référence, service public spécialisé en information sur l'orientation. Vous avez le site Mon Orientation en ligne qui vous propose différentes informations et aussi des échanges personnalisés avec des spécialistes de l'orientation via un chat. Vous avez le site Oriane qui est le site développé par la région Île-de-France qui donne des informations sur l'orientation et l'insertion tout au long de la vie, hein, donc du collège jusqu'à l'âge adulte. Et puis, voilà, vous avez un certain nombre de références que vous connaissez déjà sans doute, hein, l'étudiant, le site. Voilà. Eh bien, j'en ai fini pour ma présentation. Question, mais quand même. Si on reprend un petit peu dans l'ordre de ce que vous nous avez présenté, Mhm. par rapport à l'extension de la carte scolaire, j'ai pas mal Oui, de questions. À oui. qui s'adresser? Dans quel délai? Euh, Qu'en est-il d'un lycée avec une section sportive que l'on souhaite, que son enfant souhaite intégrer? Mhm. Comment ça se passe? Et comment ça se passe également si on souhaite intégrer un établissement privé? On est Alors, à la PEP, mais bon, on aborde aussi oui. quand même le privé. Alors, les établissements privés, le recrutement ne passe pas par... ils font leur propre recrutement. Donc, si vous visez un établissement privé, il faut prendre contact directement avec l'établissement. Ils gèrent leur recrutement, voilà, individuellement. Donc, souvent, le directeur de l'établissement reçoit les familles. Il y a un dossier d'inscription à constituer et voilà, vous savez par la suite si la candidature de votre enfant est retenue ou pas. Donc pour le privé, c'est vraiment une démarche qui est complètement à part. Mais on fait Euh, quand même une inscription pour aller dans le public, au cas où. c'est plutôt, disons, pour sécuriser le parcours, c'est plutôt conseillé parce que si l'établissement privé, il est en droit de le faire, refuse de prendre votre enfant, si vous n'avez pas formulé de vœu, bah, le risque, c'est que votre enfant à la rentrée soit sans affectation. Et ça, c'est plutôt fâcheux comme situation. Après, concernant les autres questions, Alors, à qui euh, doit-on s'adresser? Dans quel délai? Dans ce cas-là, c'est en cas d'extension de la carte scolaire, en cas de d'accord, demande donc de dérogation. pour la procédure officielle de demande d'extension de la carte scolaire, donc qui est soumise à commission, eh bien, ça va dépendre des académies, en fait. Il y a des calendriers qui diffèrent selon les académies. Sur l'académie de Créteil, si ma mémoire est bonne, j'ai peur de dire une bêtise, mais c'est plutôt avril, je crois. Mais ces informations-là, vous pouvez les retrouver sur les sites des académies. Ou alors, professeur principal. Votre interlocuteur privilégié, c'est le professeur principal. Ou la psy-EN, si vous êtes en contact avec la psy-EN, sachant que nous, on est destinataire également des circulaires, et notamment la circulaire de demande d'extension de la carte scolaire. Voilà, donc les calendriers dépendent des académies, et là, on a encore un petit peu le temps, Et concrètement. si un enfant souhaite aller en section, dans un lycée avec section sportive, Oui. c'est pareil. Alors, les sections sportives, pour intégrer une section sportive, c'est souvent soumis à une procédure particulière, puisqu'il y a des tests, notamment des tests sportifs à passer. Donc, il faut vous renseigner directement auprès du lycée qui propose la section sportive que vous visez pour savoir quand ont lieu les épreuves de sélection. Et après, il me semble quand même que les vœux sont soumis à l'affectation. Mais alors, j'avoue que là, vous me posez une colle. Est-ce que ça passe dans la moulinette d'Affelnet et est-ce que c'est soumis à affectation? Je ne sais plus et je suis même pas sûre que ce soit national. Ça doit dépendre des académies. En tout cas, quoi qu'il arrive, pour les sections sportives en lycée, il faut prendre attache auprès du lycée qui propose la section sportive pour s'inscrire au test de recrutement. D'accord. Est-ce qu'il y avait une autre Combien de... question Pardon. concernant la carte scolaire?
Voilà, à qui s'adresser et dans quel délai? Donc, je pense Et que ben vous voilà. avez répondu. Oui. Ouais, ok. Combien de vœux, toujours dans le même cadre, combien de vœux peut-on faire pour intégrer différents établissements au niveau de la seconde générale et technologie? Alors, seconde générale technologique et voie professionnelle, c'est le même nombre de vœux, c'est 10 vœux. Et ce qui est très important, c'est que les vœux doivent être hiérarchisés. C'est-à-dire qu'on met en premier le vœu qu'on souhaite le plus et ensuite on décline de celui qu'on souhaite le plus à celui qu'on souhaite le moins, puisque les vœux sont analysés dans l'ordre. C'est-à-dire que la machine va analyser le premier vœu. Si l'élève est affecté sur ce vœu-là, bah, ça annule automatiquement les vœux suivants. Si l'élève n'est pas retenu sur son premier vœu, bah, la machine va analyser le vœu 2, puis le vœu 3, etc., jusqu'au dernier vœu. Et D'accord. il peut arriver qu'à l'issue du dernier vœu, certains élèves ne soient pas sélectionnés, auquel cas c'est encore une autre procédure, c'est les élèves non affectés qui doivent être pris en charge par la direction de l'établissement pour formuler d'autres vœux sur place vacante. Mais là, on est vraiment sur, on va dire, le pire scénario qui arrive quand même relativement rarement. D'accord. Comment ça se passe lorsqu'il y a un déménagement sur une autre commune? Alors, à quel moment de l'année? Ça dépend. Apparemment à l'été, oui, pendant l'été. D'accord. Alors, quoi qu'il arrive, en tant qu'emménageant, pour la voie générale et technologique, on est automatiquement rebasculé sur le lycée de secteur. Voilà. Pour la voie professionnelle, c'est parfois un peu plus compliqué parce que, bah, comme c'est pas sectorisé, bah, ça peut dépendre du nombre de places disponibles. Euh, donc, si pour un emménagement en cours d'année, parfois ça peut être compliqué, parce que s'il n'y a plus de place, et ben, bon, ça amène parfois certains élèves à changer de filière, parfois subir une orientation. Mais en tout cas, voilà, sur la voie générale et technologique, théoriquement, le lycée de secteur est censé accueillir un élève emménageant. Sauf cas exceptionnel où les classes sont archi blindées et qu'il n'y a plus de place. Bon, ça me semble quand même peu probable en voie générale et technologique. Pour un emménagement en cours d'été, il y a possibilité de faire des vœux directement sur s'il y a un changement d'académie, en fait ça dépend si c'est un changement d'académie ou si c'est un déménagement dans la même académie. Mais il y a possibilité de faire des vœux sur les lycées du futur lieu d'habitation. Si c'est votre cas, moi ce que je vous engage à faire, ce que je vous invite à faire, c'est en informer le professeur principal. Et dans ce cas-là, vous pourrez être guidé dans la saisie des vœux par le chef établissement. Voilà, à la limite, c'est même le plus sûr. Et même dans la sécurisation des vœux, vous pourrez être guidé à ce niveau-là par l'établissement scolaire. Très bien. Pour ce qui concerne le brevet des collèges, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la répartition pour combien compte le contrôle continu par rapport à l'épreuve finale? Alors, ça a changé cette année. Là, c'est un peu moins ma partie. C'est plus les enseignants qui vont pouvoir répondre à ça. Alors, on est sur du 60-40, il me semble. 60% les notes finales et 40% le contrôle continu. Mais avec prudence, ma réponse. Je pense qu'il est préférable, encore une fois, soit de se rendre sur le site du gouvernement, soit de demander au professeur principal, tout simplement. Par rapport justement toujours au brevet, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le stage de troisième et peut-être aussi sur le stage de seconde? Alors, le stage de troisième, c'est une immersion professionnelle d'une semaine. Donc là, je parle pour la troisième ordinaire, hein. D'une semaine, c'est à charge de la famille de trouver le lieu de stage. Donc c'est un stage d'observation d'une semaine pour laquelle les élèves devront ensuite rédiger un rapport de stage où ils devront présenter un petit peu ce qu'ils ont pu observer. Éventuellement pour les élèves qui auraient eu la chance de faire un stage dans un environnement qui correspond à leur projet professionnel, ben, de pouvoir mettre en lien ce qu'ils ont pu observer et leur projet. Le rapport de stage compte évidemment au contrôle continu pour la note finale du brevet. Il y a une soutenance orale de ce rapport de stage devant un binôme ou un trinôme d'enseignants du collège. Qu'est-ce que je peux vous en dire d'autre?
comme la question est vague. Il peut être possible, en général, les chefs établissements ne s'y opposent pas. Il peut être possible de faire d'autres stages en milieu professionnel en troisième, même si c'est pas au programme, ça peut être fait durant les vacances scolaires. Et dans ce cas-là, vous pouvez vous rapprocher de la chambre de commerce qui délivre des attestations de stage si votre enfant a besoin de découvrir un autre univers professionnel pour choisir son orientation, par exemple, c'est tout à fait possible. Et en général, voilà, les établissements ne s'y opposent pas. Et il y a une autre forme de stage qui existe, ce sont les mini-stages en lycée professionnel. Les lycées pro proposent des immersions aux élèves de troisième, donc des immersions d'une journée par exemple, où les élèves suivent l'emploi du temps d'une filière professionnelle avec les élèves. Donc ils participent aux ateliers professionnels sur les plateaux techniques, ils suivent les cours avec eux, comme une journée classique d'un élève de voie professionnelle. Voilà, donc c'est autant de démarches qui peuvent être faites justement pour être dans le concret et pour que les élèves puissent avoir une vision plus réaliste du lycée et du monde professionnel. J'espère que ça répond à la question. Alors, je pense, hein, est-ce qu'il y a une passerelle après la seconde GT vers la voie professionnelle? Et si oui, est-ce que les élèves de troisième sont prioritaires? Alors, j'aurais tendance à dire, il y a deux aspects dans cette question. Oui, En étant seconde, on redouble vers une seconde pro, ou on est en seconde et on passe en première pro. alors déjà, je vais répondre à la deuxième partie de la question qui est plus simple. Oui, les élèves de troisième sont prioritaires sur les places de seconde professionnelle. C'est les remontées pédagogiques qui sont prioritaires. Donc voilà, ça c'est simple. Pour les réorientations, oui, les réorientations sont possibles à l'issue, alors même en cours, en réalité, d'une seconde générale et technologique. Il y a une vague de réorientation qui s'appelle le droit à l'erreur, qui a lieu à peu près autour des vacances de la Toussaint, qui concerne à la fois les élèves de seconde professionnelle qui se seraient rendus compte qu'ils n'auraient pas choisi voilà, la bonne filière, et aussi des élèves de seconde générale qui souhaiteraient rebifurquer en cours d'année sur une seconde professionnelle. Donc il y a cette procédure-là qui existe. Et en fin de seconde générale et technologique, il y a une passerelle qui est possible pour rejoindre directement une première professionnelle ou éventuellement postuler sur un redoublement en seconde professionnelle. À savoir que dans ce cas de figure, les élèves de seconde générale et technologique ne sont pas prioritaires. C'est-à-dire que pour rejoindre une seconde professionnelle, ça va être les élèves, les montants de troisième qui vont être prioritaires sur les places. Et pour rejoindre une première professionnelle, ça va dépendre du nombre de places disponibles. C'est-à-dire que, évidemment, ce sont les remontées pédagogiques, donc les élèves de seconde pro qui montent en première pro qui vont être prioritaires, ce qui est logique. Et c'est s'il y a de la place disponible qu'elles pourront être attribuées aux élèves de seconde demandeurs d'une réorientation. Donc, c'est la prise de risque. C'est vrai qu'on a souvent des élèves ou des familles qui disent, bon, je vais essayer la seconde GT et puis peut-être que je veux aller en voie pro, mais avant, je veux quand même essayer la seconde GT pour me laisser un peu plus de temps pour réfléchir. Pourquoi pas? Ça peut être une stratégie, mais il faut être bien au fait du fait qu'on prend le risque, entre guillemets, d'obtenir moins facilement la filière professionnelle qu'on espère à l'issue. Donc, on me confirme, enfin, on vous confirme ou on nous confirme que pour le brevet, c'est bien 60% contrôle continu et Ok, 40% épreuve finale. parfait, merci. Qu'est-ce que la réalisation du chef-d'œuvre? Oh là là, il faudrait demander à des enseignants de bac professionnel. C'est un projet qui s'étale sur les 3 années de bac professionnel ou les 2 années de CAP qui est à présenter et qui compte pour le baccalauréat. Alors, ça fait un moment que j'ai pas travaillé en lycée professionnel, donc c'est un peu lointain tout ça, mais c'est un projet que les élèves doivent présenter en individuel ou en collectif qui va, comment dire, euh, qui va valider, entre guillemets, les années d'enseignement professionnel. Donc, ça peut être un projet très concret, ça peut être une réalisation très concrète.
Je pense par exemple à des élèves d'un lycée professionnel industriel du secteur dans lequel j'interviens, qui proposent la filière métallerie, qui ont été sollicités dans le cadre des JO de Paris pour réaliser une miniature de la Tour Eiffel, enfin une miniature qui mesurait, je dirais, quasiment 2 mètres, de la Tour Eiffel donc en métal, pour être exposée à l'hippodrome de la Sole de Fontainebleau. Et donc, ça a été leur chef-d'œuvre. Les élèves ont eu leurs 3 années pour réaliser cette réplique de la Tour Eiffel et ils ont présenté ça. Voilà, ça a été leur chef-d'œuvre de fin de cursus. Donc, c'est un gros projet et les élèves ont 3 ans accompagnés de leurs enseignants pour le réaliser. Et ça compte pour le bac. À partir de quel âge peut-on signer un contrat d'apprentissage? Alors, c'est 15 ans. Et pour les élèves qui sortiraient de troisième en n'ayant pas encore atteint, donc c'est l'année des 15 ans, hein, qui n'auraient pas encore atteint l'année de leurs 15 ans, il y a des aménagements qui sont proposés par les CFA et qui permettent d'attendre, d'avoir l'âge requis pour intégrer l'apprentissage. Alors on en vient un petit peu à l'aspect de l'orientation elle-même. Comment aider Mhm, son enfant qui a un cursus, notamment bilingue, mais ça pourrait être des cursus un peu spécifiques, mhm. en troisième et qui hésite à poursuivre ce cursus au lycée? Est-ce que vous avez des astuces, Ah, des conseils? bah, moi, en tant que psy-EN, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui fait que l'élève hésite? Est-ce que c'est la charge de travail? Est-ce que c'est l'intérêt pour la langue étudiée si c'est un parcours bilingue? L'idée, c'est d'essayer de comprendre ce qui peut se cacher derrière cette hésitation. Est-ce que c'est un manque de confiance en soi et l'enfant a juste besoin d'être un petit peu reboosté? Est-ce que c'est compliqué de répondre comme ça en tout venant parce que ça va être très 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 personnel et dépendant de l'enfant. Donc, si je devais donner un conseil, bah, le premier ce serait de dialoguer, d'essayer de comprendre le pourquoi du comment de cette hésitation. Et le deuxième conseil, eh ben, c'est de prendre peut-être rendez-vous soit l'enfant seul, soit l'enfant avec ses parents, ou les deux hein, d'ailleurs, ça peut être envisageable, auprès d'un ou d'une psy-EN hein, qui va pouvoir essayer de creuser un petit peu cette question-là et donner des conseils appropriés. Comment faire si notre enfant refuse d'aller dans des salons des métiers ou d'étudiants? Et autre question, il répond souvent, je veux faire comme le copain ou la copine. Oui, bah ça rejoint un petit peu ce que je vous développais sur le processus de l'adolescence. Alors, y a-t-il un intérêt à forcer un adolescent, à emmener de force un adolescent dans la voiture ou dans les transports en commun pour se rendre à un salon ou un forum? Je ne suis pas sûre. Ce que vous risquez, c'est au mieux de le braquer, au pire d'avoir droit à une scène. Donc, bon, c'est sans doute pas la meilleure méthode. Peut-être proposer, effectivement, s'il y a le copain ou la copine qui se rend à ce salon-là, etc., peut-être d'essayer entre familles de faire des tirs groupés, c'est-à-dire de proposer d'emmener des camarades ou de proposer à son enfant de faire la visite avec un ami, un copain et ses parents. Enfin voilà, ce qui est important finalement, c'est qu'il fasse la visite et surtout que ça corresponde à son besoin, à un besoin, à une demande. Si l'adolescent ne voit pas d'intérêt, en fait, ne comprend pas l'intérêt de la visite, ça va être difficile pour lui de s'investir, de poser des questions, etc. Donc, voilà, déjà, faire en sorte d'essayer de faire émerger un besoin, de faire émerger une demande et peut-être faire preuve de souplesse. Euh, si votre enfant se montre plus motivé de s'y rendre avec un camarade, eh ben, faites-lui confiance. C'est aussi ça, expérimenter l'autonomie, c'est peut-être parfois bah, lâcher prise et puis laisser l'enfant faire sa visite seul. Alors effectivement, il posera peut-être pas les questions que vous auriez posées. Mais voilà, si c'est la condition sine qua non pour qu'il s'y rende, c'est peut-être un compromis intéressant à faire quand même. Très bien. Alors, j'ai des demandes de liens vers la typologie aviaire, mais j'avoue que j'ai regardé, je trouve des PDF, mais je trouve Oui, pas autre. et ben Oui, c'est c'est ça. ça.
C'est un D'accord. Bon, bah, je vais PDF mettre les PDF avec un sur le. questionnaire, voilà, qui est autoscorable et en fonction du nombre de, c'est des lettres et en fonction de la lettre qui correspond à votre score le plus élevé, ça vous renvoie vers un oiseau. D'accord. Euh, pour ce qui est d'EduConnect, est-ce que les deux parents doivent accuser réception des vœux sur les deux comptes? Non, pas nécessairement. Et concernant les enfants de parents séparés, en tout cas sur l'Académie de Créteil, c'est le premier parent qui se connecte qui valide la réponse. Ce qui peut D'accord. parfois être un petit peu problématique quand c'est un peu conflictuel entre les deux parents. Sachant que l'établissement scolaire, le chef établissement a toujours la main. C'est-à-dire qu'en cas de loupé ou en cas de, voilà, de conflit avec l'autre parent, il est peut-être préférable de demander un entretien, voilà, médiatisé avec le chef établissement qui, lui, peut, voilà, rectifier certaines choses sur EduConnect. Il a la main jusqu'à la fin de la procédure. Donc, ne restez pas seul si vous êtes en difficulté avec ça. Très bien. Euh, alors, après des questions un petit peu particulières. Est-ce Mhm, qu'il vaut mieux avoir au collège, donc en troisième, une moyenne, petite moyenne tout au long de l'année, donc au niveau du mhm. contrôle continu, et par contre de très bonnes notes au DNB, par rapport donc au choix de l'établissement sur lequel on pourrait demander à entrer si on demande Mhm. une sortie de sa carte scolaire. Au moment où les résultats de l'affectation tombent, les notes du brevet ne sont pas prises en compte, hein, puisqu'on ne les a pas encore. Ça va être les notes des 3 trimestres de troisième qui vont être prises en compte. Ou des 2 semestres, si vous êtes en semestre. Donc les notes du brevet ne comptent pas. Et encore aujourd'hui, l'obtention du brevet n'est même pas une condition indispensable à l'accès en seconde générale et technologique. Il y a des élèves qui se loupent au brevet, mais qui ont une décision d'orientation favorable à la seconde GT et qui intègrent une seconde générale alors même qu'ils ont échoué au brevet. Comment ça se passe quand l'on souhaite intégrer, je dirais, des lycées un petit peu particuliers, alors comme Henri IV ou avec des lycées avec des sections internationales? Alors, ça dépend de l'organisation des sections internationales. Il y a certaines sections internationales qui sont privées. Si on parle vraiment de sections internationales, nous, on en a une sur le lycée, sur un collège et un lycée de Fontainebleau, où en fait, c'est des sections privées à l'intérieur d'un établissement public. Donc, c'est une procédure de recrutement qui est particulière et ce sont des sections dont la scolarité est payante. Section internationale, ce n'est pas la même chose que classe euro où en fait, les classes euro, ce sont des classes de seconde hein, qu'on poursuit après en première et en terminale, euh, dont les élèves sont sélectionnés sur leurs notes en langue et il y a parfois un entretien aussi avec les enseignants du lycée qui permettent de bénéficier d'un approfondissement en langue et de ce qu'on appelle la DNL. Donc, c'est une matière, une matière qui est enseignée en langue vivante. Selon les établissements, ça peut être l'histoire-géographie, ça peut être les sciences, etc. Mais du coup, il y a une matière du tronc commun qui est enseignée dans la langue choisie. Ça, c'est un recrutement qui est fait avec des tests ou l'aide de motivation. Enfin, c'est vraiment au cas par cas selon les établissements. Mais ça ne permet pas, c'est pas un critère de dérogation. C'est-à-dire que c'est toujours soumis à l'affectation. Donc même si on a réussi les tests, par exemple, d'entrée pour une classe euro dans un lycée qui n'est pas notre lycée de secteur, si la machine à Fennet ne nous affecte pas dans ce lycée de secteur, dans ce lycée-là, ben tant pis, on n'a pas la place. On est du coup sectorisé sur son lycée de secteur. Que ce soit les enseignements de spécialité, les options, et notamment ces options euro, DNL, etc., ce ne sont pas des critères dérogatoires. Est-ce que les élèves de quatrième ont des informations quant à leur future orientation possible dès cette année, notamment pour les troisièmes prépa pro, Mm. ou voire au-delà de la troisième? Ça va dépendre des établissements, des professeurs principaux, des chefs établissements, des psy EN. Ça dépend vraiment de la politique de l'établissement.
Je pense que tous les professeurs principaux évoquent la troisième prépa métier. Mais après, voilà, est-ce que les élèves s'en saisissent? Et normalement, tous les parents d'élèves de quatrième au deuxième trimestre doivent remplir la fiche dialogue où figurent les choix d'orientation, troisième général ou troisième prépa métier. Mais voilà, est-ce qu'il y a une information? Est-ce qu'il y a un accompagnement? Théoriquement, il doit y en avoir un. Après, quelle forme cet accompagnement prend? Eh ben, c'est très dépendant voilà, des politiques en termes d'orientation de l'établissement. Donc, ça peut être très variable. À quoi correspondent les tests de positionnement en seconde? À quoi correspondent? Ce sont des tests informatisés. Donc, les élèves sont mis sur des PC, sur des outils numériques. Et ça va être des tests. Alors, ça, pareil, un enseignant saurait mieux répondre que moi, qui vont évaluer le niveau en français et le niveau en mathématiques. Et après, c'est davantage à visée statistique, hein, je pense, pour l'éducation nationale. Et ça peut permettre aussi à certains établissements scolaires qui s'emparent de ces résultats pour détecter, entre guillemets, les élèves fragiles et leur proposer un accompagnement individualisé. Mais ça, encore une fois, c'est très dépendant des établissements. Est-ce que vous pouvez nous dire comment se passe l'orientation des élèves en situation de handicap, notamment en cas de neurodéveloppement, problème de neurodéveloppement? Alors, ça dépend s'il y a un dossier MDPH. S'il y a un dossier MDPH, selon la situation, il peut y avoir une demande de bonification qui peut être formulée. Mais sinon, les élèves sont, enfin comment dire, les affectations des élèves sont traitées de la même manière qu'un élève lambda, voilà. Sauf dans le cas où effectivement, ça peut être un critère de demande d'assouplissement de la carte scolaire, un élève qui est en situation de handicap, voilà, s'il y a un établissement qui est plus à même de l'accueillir qu'un autre, si par exemple c'est un élève en fauteuil, si un élève en situation de handicap a des soins réguliers à proximité d'un autre lycée que son lycée de secteur. Hormis ces cas très particuliers, les critères d'affectation sont les mêmes. Enfin voilà, si votre enfant, je ne sais pas, par exemple, a un TDAH, et même s'il a un dossier MDPH, au niveau de l'affectation, ce sera traité de la même façon qu'un élève D'accord. euh, neurotypique, on va dire. Alors, j'ai une question, je l'ai gardée un petit peu pour la fin, pour nous faire rêver. J'ai une jeune fille Mhm. qui va partir avec sa famille pendant faire un tour du monde, donc pendant son année de troisième. OK. Elle va suivre les cours du CNED, mais en candidat libre, hein, Mhm. pas autrement. Donc, Mhm. les parents se demandent comment ça va se passer lorsqu'elle va revenir pour sa rentrée en seconde. Est-ce qu'elle ne va pas être impactée par cette année de liberté? Alors, donc là, c'est un départ d'un an, il n'y a pas de rupture de scolarité. Néanmoins, il n'y a pas de scolarisation dans un établissement français. Donc, c'est les cours du CNED. Attendez, je me refais la situation pour C'est les cours retrouver du la CNED bonne en candidat libre. cours du CNED en candidat libre. OK. Donc, la démarche à suivre quand on est dans cette situation-là, pour l'avoir déjà vécu avec des familles, c'est que au retour en France, ces élèves-là sont considérés comme ce qu'on appelle des EANA, donc des élèves allophones nouvellement arrivés. Donc, ils vont être considérés comme des élèves qui viennent de l'étranger et qui demandent une scolarisation en France. Ça, c'est si la scolarisation euh, s'étale sur au moins une année scolaire. Donc, ce qu'il conviendra de faire, c'est de se rapprocher du CIO, puisque ce sont les CIO qui sont en charge d'évaluer les situations, d'évaluer le niveau scolaire de l'élève et de remplir un dossier pour envoyer une demande d'affectation au rectorat, enfin au service en tout cas du rectorat qui est en charge de l'affectation des élèves. Donc,
Cette famille-là, en tout cas, moi, je l'invite à, même avant le départ, pour se rassurer, à prendre rendez-vous avec le CIO pour voilà, planifier un petit peu le calendrier du retour. Moi, j'ai eu le cas d'une élève là récemment qui est partie faire son année de troisième aux États-Unis, donc qui y est là actuellement, et on avait un petit peu planifié avec les parents. Donc là, ils ont repris contact avec moi, ils ont la date du billet retour, de son billet retour, et donc on a casé. Le rendez-vous d'évaluation 2, 3 jours après son retour en France. Donc ça peut être à la fois rassurant et à la fois intéressant et prudent de prendre contact pour faire un point sur ces démarches-là, même avant le départ. On me demande, peut-on nous expliquer la demande, enfin la bonification? Est-ce Alors, que vous... les élèves de troisième prépa métier, c'est des élèves qui, par définition, sont des élèves statistiquement, on va dire, scolairement plus fragiles. Donc, ce que permet la troisième prépa métier, comme c'est un dispositif qui va privilégier l'orientation en voie professionnelle, c'est que ce ne soit pas la double peine en fait pour ces élèves-là qui sont déjà fragiles, qui s'engagent dans une classe qui va leur permettre de travailler leur projet d'orientation, de revoir un petit peu les lacunes, les difficultés scolaires, etc. Ils bénéficient en fait d'une bonification qui leur permet, une fois le classement effectué pour l'affectation, de gagner quelques places et de maximiser leurs chances d'obtenir le bac professionnel ou le CAP qui vise. Donc en gros, c'est une bonification qui est due au fait qu'ils sont issus de troisième prépa métier pour faciliter l'accès au bac professionnel à l'issue. Voilà, c'est un petit point bonus. D'accord. Comment cela se passe en cas de déménagement lorsque l'élève a des parents séparés? Quel est alors le lycée de secteur pris en compte? Est-ce celui du domicile du père ou celui de la mère? Donc, on va rendre la question un petit peu plus difficile Ouais. avec une garde alternée. Alors, dans le cas d'une garde alternée, il me semble qu'il est possible de faire apparaître les... Alors, mais du coup, ces gardes alternées, mais c'est deux adresses parentales qui ne débouchent pas sur le même lycée de secteur. Alors, j'ai pas la précision, mais je pense que c'est D'accord. ça. Oui, sinon ça serait trop facile. Bah oui, 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 c'est surprenant. Alors, dans ce cas-là, il me semble mais après, ça peut dépendre des académies. Donc, encore une fois, il serait judicieux de vous renseigner auprès du professeur principal ou de la psy-EN, qu'on peut faire apparaître les deux adresses et du coup bénéficier d'une double sectorisation, mais ce serait à vérifier. D'accord. Alors, je crois qu'on a fait aussi rêver en parlant des États-Unis parce qu'on nous demande comment on peut faire son année de troisième aux États-Unis. Waouh! On sort un petit peu de notre champ de compétences. Alors déjà, un départ à l'étranger, c'est quelque chose qui se prépare 1 an, voire 2 ans à l'avance. Il y a des programmes d'échange qui existent, certains organismes, et là, le nom m'échappe. Ah, je me souviens plus, mais il y a des organismes en tout cas qui proposent des échanges avec l'étranger, que ce soit en Europe ou ailleurs. Donc vous pouvez vous adresser à ces organismes-là. Après, là, pour la jeune, en l'occurrence, dont je faisais référence tout à l'heure, c'est une jeune qui a de la famille aux États-Unis. Donc, forcément, c'était plus facile. Elle avait un point de chute et elle avait des personnes sur place aussi qui pouvaient se renseigner sur les démarches à effectuer. Euh, mais voilà, c'est de la préparation, c'est un budget aussi hein, à prendre en compte, notamment pour les États-Unis. Euh, mais voilà, vous pouvez trouver des organismes qui peuvent vous accompagner dans ces démarches-là. Et pour l'Europe, vous avez ça y est, je commence à être fatiguée, un site Euroguidance. Vous avez le site Euroguidance, qui est un site spécialisé pour la mobilité internationale, mais au sein de l'Europe, au niveau des études. Donc, vous avez toutes les informations par pays, avec des conseils, etc. C'est un site qui est très bien fait.
Donc un petit commentaire, c'est pas vraiment une question. Nous nous sommes rendus au CIDJ à Paris. Je recommande Oui. fortement. L'équipe est très pro, notamment possible Mhm. de faire des entretiens personnalisés Mhm. avec des quiz pour donner des idées d'orientation. Bah, ils proposent la même chose que les CIO, c'est juste un autre organisme. C'est pas un organisme qui dépend de l'éducation nationale. Donc, effectivement, ils vont proposer du conseil en orientation avec des questionnaires d'intérêt, avec des entretiens personnalisés. La spécificité qu'ils n'auront pas, c'est l'expertise que le CIO et les psy peuvent avoir sur les procédures euh, à l'éducation nationale. Mais effectivement, c'est un lieu ressource également auquel vous pouvez vous rendre. Hmm. Peut-être préciser également quand même qu'on peut se connecter, même si on n'est pas en première ni en terminale, sur Parcoursup, Tout à fait. qui donne Et on peut des même idées aussi de... Exactement, et on peut même déjà créer un compte. Oui, On n'a pas besoin d'être en terminale, on peut créer un compte avec une adresse mail, aussi bien en tant qu'élève qu'en tant que parent, ce qui permet déjà de regarder un petit peu les formations post-bac et d'en mettre certaines en favoris pour les avoir en mémoire pour la suite. voilà. Donc vous avez des remerciements, plein de choses, et on a fini le tour des questions. Je Merci. remercie tous les participants. Je vous remercie, Madame Sergent, pour toutes ces explications très très claires. Merci Et à vous pour j'espère que votre nous aurons attention. l'occasion de nous revoir, nous rencontrer à nouveau. Merci Avec beaucoup à plaisir. tous. Au Merci. revoir. Au revoir.